thérapeutique. La révision de dogmes de la biologie cellulaire a été réalisée et a dégagé l'horizon qui permet maintenant le traitement d'une quantité de maladies dégénératives, dont cancer, athéromatose, sclérose en plaques, schizophrénie, myopathie, Parkinson. Le cancer du sein, par exemple, entre la première cellule qui apparaît et puis le premier nodule que la femme ou son médecin sentent au niveau d'un sein, il faut 9 ans. Il faut 8 ans et 3 mois. 9 ans, disons-nous, en moyenne. Pendant tout ce temps-là, le cancer évolue d'une manière torpide, absolument muette, sans aucune expression clinique, ni hormonale, ni quoi que ce soit. Et c'est à ce moment-là qu'il est le plus fragile. Parce qu'il garde cette fragilité qui est inhérente à la tare qu'il représente. Dans des conditions normales, il disparaît, c'est-à-dire que cette même cellule qui arrive chez la jeune fille de 15 ans n'aura pas une terminaison de cancer clinique. Prenez une armée habituelle, normale. Elle récuse des individus qui sont malvenus, qui ont un pied beau, qui sont aveugles ou borgnes ou claudiquants ou ainsi de suite. Ils les mettent dans la réserve. Mais ce n'est pas dans l'armée active. Ça, c'est la population. Elle récuse donc ce qui lui paraît insuffisante pour assurer. Mais si cette armée est confrontée à une armée supérieure en nombre, ou décimée par elle, il se creuse des vides. Et ces vides sont comblés par quoi? En rameutant et en acceptant des individus qui ont été exclus et mis sur la réserve, mais qu'on est bien, pour combler les vides, on les accepte. Et bien pour la population cellulaire, c'est la même chose. Autrement dit, pour résumer, la cancérisation résulte, c'est une hyperplasie compensatrice du pauvre. Le pauvre, c'est la population cellulaire qui devient pauvre. Pourquoi? Parce qu'elle a vieilli, parce qu'elle a été altérée par des produits chimiques, parce qu'elle a été en partie détruite par des virus, l'effet cytolytique des virus. Cytolytique, c'est-à-dire destruction de cellules. Quelles qu'en soient les raisons, par une amputation, n'est-ce pas, ou autre. Donc à ce moment-là, c'est une armée décimée. Eh bien, ce qu'elle éliminait, comme les cellules terrestres qu'elle éliminait, maintenant elle les accepte parce qu'elle est bien contente de trouver des individus qui sont boiteux, qui sont bornes, qui sont tout ce qu'on veut, qui sont altérés, mais qui remplissent des vides. Alors si vous reprenez le sein, puisqu'on a pris l'exemple du sein, vous verrez que la femme qui n'a pas allaité du tout, elle fait plus fréquemment un cancer que la femme qui a allaité, qui a amené ses cellules réceptrices à une fonction normale. C'est l'hyperplasie compensatrice du pauvre. Mais, sur le plan pratique, qu'est-ce qui était important? Sur le plan pratique était de savoir si ces cellules mutées, dysplasiques, fragiles, par définition que sont les cellules cancéreuses, on pouvait les atteindre, on pouvait les éliminer avant qu'elles aient le temps d'accéder au stade de la prolifération clinique. Est-ce qu'il vaut mieux s'occuper d'un cancer en fin d'évolution de première année, quand il a 16 cellules,
ou d'attendre qu'il en ait 1 milliard pour commencer à s'en occuper, c'est-à-dire au moment de la détection dite précoce. Puisque, aussi précoce qu'elle soit, il faut 1 milliard de cellules. Il est évident que non. Quand on compte la morbidité cancéreuse, le taux l'intervention du cancer dans le taux de la morbidité générale, il est évident qu'il faut commencer parce qu'à 16 cellules, c'est beaucoup plus facile, n'est-ce pas? Les cellules sont instables, elles ne sont pas encore organisées, elles sont fragiles, la moindre chytnode les fait disparaître. D'abord, beaucoup disparaissent spontanément, il suffit d'une chytnode thérapeutique pour les faire disparaître. Or, la cancérisation sort de son abscisse, c'est-à-dire n'intervient réellement qu'à partir de l'âge de 42 ans. En deçà de 42 ans, il y a 2 ou 3% maximum de cancérisation. Donc, statistiquement parlant, si vous voulez, c'est à partir de 42 ans qu'il faut s'y mettre. Parce que là, on a une chance sur 3 de mourir de cancer. Si on fait chaque année, annuellement, la destruction de 16 cellules au maximum, que chaque population cellulaire constitutive de l'organisme peut détenir par des anticancéreux, c'est beaucoup plus facile que d'attendre qu'il y en ait 1 milliard. Ça va de soi. Or, il s'est passé une chose absolument surprenante. Dans les années qui ont précédé la guerre, c'était dans les années 37 ou 38, c'était au moment de Munich à peu près, on a constaté, en Grèce d'abord, que les malades mentaux internés avaient un taux de cancérisation quasiment nul. Un peu surprenant. Quand vous êtes malade mental interné, vous n'avez quasiment aucune chance de cancérisation. Par contre, si vous n'êtes pas interné, vous avez le risque de la population générale. Dans ces asiles, quand ils étaient aliénés, on utilisait un sédatif qui s'appelle l'hydrate de chloral, que c'est un sédatif mineur qu'on a découvert en 1902, dont on a découvert en 1902 ou 1903. C'est le premier antimitotique, anticancéreux si vous voulez, qu'on ait découvert en 1902-1903. Et c'est un antimitotique tellement léger, tellement faible, qu'il n'a pas été maintenu dans l'arsenal thérapeutique de la lutte anticancéreuse. On avait donc la confirmation expérimentale humaine, et non pas animale, d'un produit d'une innocuité totale. Tout est produit, comme disait Claude Bernard, rien n'est poison, tout est poison. C'est la dose qui fait le poison. Mais là, vraiment, c'est une chose qu'on donnait largue à manu, pour être tranquille, et ça n'avait pas du tout un but anticancéreux. Et néanmoins, ça expliquait le fait que dans des ethnies tout à fait différentes, dans des conditions climatiques, dans des conditions alimentaires, dans des conditions psychologiques, pathologiques tout à fait différentes, n'est-ce pas, il y ait un taux de morbidité cancéreuse extrêmement faible. Il est évident qu'on ne va pas pouvoir donner ici des recettes, d'autant plus qu'il faut adapter ça à chaque patient. Mais se pratiquer sur 1 mois, 30 jours, au printemps, avec une première période que nous disions orthoplasiante, le mot a été utilisé tout à l'heure, pour favoriser les lignées saines. Cette partie comportait une période de réduction alimentaire, avec adjonction de quelques éléments vitaminiques, minéraux. Qui sont exactement ceux que vous trouvez maintenant dans toutes les revues. C'est-à-dire les vitamines C, la vitamine E, le sélénium et tout le Bataclan. C'est exactement ce que vous avez dans le Suvimax, que vous trouvez maintenant. Mais à l'époque, dites-vous bien qu'on cherchait le virus du cancer. Vous voyez? Maintenant, ça vous paraît naturel, le Suvimax, bon, tout le monde en a entendu parler. Mais à l'époque, on amenait ce qui est maintenant le Suvimax. Non, je vais même préciser que à l'époque, j'avais cherché à faire
une synthèse à mettre l'ensemble de ces éléments dans une petite pilule ou dans 2 pilules, que j'ai contacté des laboratoires, que ça n'intéressait absolument pas, parce que ça allait à l'encontre de leur commerce, c'est évident. Dans cette partie orthoplasiante, les 20 premiers jours, nous ajoutions une petite dose, très petite dose, d'aspirine, d'acide acétylsalicylique, parce que ça avait l'avantage de mettre l'organisme en acidose. Alors, ça c'était la première partie, qui durait environ 20 jours. Après quoi, pendant une huitaine de jours, nous utilisions la colchicine pour bloquer les cellules lorsqu'elles arrivaient en phase de division. C'était donc la phase pendant laquelle elles étaient vulnérables. On les arrêtait dans cette phase-là. Après quoi, en 3 jours de temps, nous remplacions la colchicine par des éléments pour relancer les divisions cellulaires. Par conséquent, toutes les cellules qui avaient été bloquées en phase mitotique, à ce moment-là, continuaient leur division et nous les frappions avec des antimitotiques légers pris à petite dose pendant 2 jours ou 3 jours. Ces antimitotiques, l'argument qui était donné, qui était opposé, ne tenait pas debout étant donné les doses qu'on mettait, c'était que ça pouvait être dangereux pour l'un ou pour l'autre. On n'a jamais eu de problème, mais enfin, c'est comme ça. Et par conséquent, pour éviter ces critiques, nous avons remplacé ces antimitotiques connus par l'hydrate de chloral. C'est comme ça que le sirop de Tesser a été utilisé. Alors là, ça devenait difficile de dire que c'était dangereux, puisqu'on était autorisé à l'époque à le donner aux nourrissons qui pleuraient un peu trop la nuit ou qui avaient mal au ventre. Donc, notre traitement notre traitement préventif était absolument tout à fait sans aucun danger. Alors, nous prenions les statistiques et nous disions, les personnes entre 39 et 65 ans font cette thérapeutique préventive tous les ans, au printemps. En général, on commençait tôt, mars. Moi, à mes patients, je leur disais, venez au 1er mars, et puis vous faites jusqu'au 30 mars. Voilà. Et nous faisions ça jusqu'à 65 ans. Voilà. Et je pense que nous aurions eu des résultats si ça avait été lancé à l'échelle d'un pays. Donc, sachant ou ne sachant pas s'il y a un cancer, on le faisait. Cette prévention a d'ailleurs été expérimentée. Elle a été expérimentée à l'INSERM. Elle a été extrêmement positive. Dans le meilleur des cas, le meilleur des lots, on a abouti à une diminution de 92% de la cancérisation sur les animaux qui avaient été traités. Un peu moins si les conditions étaient plus dures, etc. En faisant tout ça. Ce résultat, eh bien, nous a été remis dans des conditions un peu rocambolesques. L'expérimentateur, GAC, M. GAC, nous a remis ça au premier restaurant de l'autoroute du Nord. Parce qu'il ne pouvait pas le remettre à l'INSERM. Et quand ça s'est su, l'expérimentateur a été viré. Il ne fallait surtout pas que ce soit publié. Imaginez l'impact dans la population si on avait dit dans les médias à cette époque qu'une expérimentation avait été faite avec une prévention active du cancer, avec une réduction, même ne mettons pas les 92%, mettons même 75%, vous imaginez l'impact sur la population. Excusez-moi, justement l'impact, c'est quoi sur la population? Quel impact cela aurait-il eu? La population aurait dit, mais enfin, je veux ce traitement. Et les pouvoirs publics auraient été obligés d'y donner suite. Sinon, c'était la révolution. Et on aurait assassiné les cancérologues dans la rue.